La réglementation du transport et du stockage des carburants en République démocratique du Congo est au cœur d'une formation de haut niveau organisée par la Commission nationale des hydrocarbures de la FEC en collaboration ou en partenariat avec la plateforme Focus Hydrocarbures. Alors pourquoi une telle initiative? À qui s'adresse-t-elle et quelles sont les modalités pour prendre part à cette formation, mesdames et messieurs? On en parle tout à l'heure dans cette émission chronique de BM avec notre invité. C'est lui le président de cette plateforme Focus Hydrocarbures. Il s'agit de l'ingénieur Pepito Sakasaka. Ingénieur Pepito Sakasaka, bienvenue à vous. Merci madame. Alors pour ceux qui vous suivent, une brève présentation. Pour mieux aussi vous connaître, je vous ai déjà présenté tantôt en disant que vous êtes le coordonnateur principal de la plateforme Focus Hydrocarbures. Si vous pouvez ajouter un mot par rapport à votre présentation aussi. C'est suffisant. Voilà. Alors, d'entre deux jeux, ingénieur Pepito Sakasaka, quel est aujourd'hui l'état de santé du secteur du transport et du stockage de carburant en RDC? Merci madame, c'est une très belle question. Les secteurs du transport et du stockage de carburant en RDC se portent pas mal. Il existe des entreprises qui évoluent dans ces secteurs, qui assurent la logistique pétrolière et qui arrivent à importer, à transporter, à stocker les carburants. Mais bien que ça, il y a aussi beaucoup de problèmes liés aux infrastructures, liés à la formation, liés à des respects des normes. Donc voilà pourquoi nous prenons quand même le courage de venir expliquer la pertinence de la formation que nous organisons. Vous aviez tantôt parlé de respect des normes. Est-ce qu'existait-il de lois, existait-il de textes bien écrits, bien rédigés pour la réglementation, bien évidemment, du stockage du carburant, du transport en RDC? Ce n'est pas les lois qui nous manquent en RDC. Nous avons des lois et des très belles lois. Les lois qui ont été votées. Et évidemment, je peux rappeler comment ces secteurs est organisé sur le plan légal. Il y a également la loi de 2015 qui arrive à fixer toutes les réalités pour transporter et stocker les carburants. Si vous lisez l'article 109, explique un peu c'est quoi l'activité des transports stockage des carburants. Je parle bien de la loi portant régime général des hydrocarbures qui parle un peu de cette question, l'article 109, et qui nous explique que cette activité des transports stockage se retrouve en aval pétrolier. Quand on parle aval pétrolier, on voit le raffinage, on voit les transports stockage, on voit la commercialisation et tout ça. C'est dans cette fourchette qu'on retrouve également l'activité de transport et de stockage. Hormis la loi qui en parle, il y a également le règlement de 2016 qui a été révisé en 2025 qui précise comment on peut avoir l'autorisation de transporter et de stocker les carburants. Et tout part d'une autorisation que l'autorité du tutelle, le ministère des hydrocarbures, le ministre des hydrocarbures arrive à octroyer à un opérateur. C'est un document qu'on octroie, une autorisation, mais en tenant compte du volume. Si par exemple il y a 3 catégories de ce volume-là, on peut vous octroyer une autorisation. Là, c'est un premier niveau. Mais vous pouvez aussi avoir un permis au cas où vous allez transporter ou stocker une petite quantité. Là, c'est le secrétaire général aux hydrocarbures qui est habilité à octroyer le permis pour que vous puissiez transporter et stocker. Voilà un peu en gros, mais hormis ça, il y a également le ministère des Transports qui intervient, le ministère des Transports qui donne aussi des agréments ou des autorisations parce que vous allez utiliser la route, vous allez utiliser le fleuve, vous allez utiliser l'espace public. Vous devez avoir des autorisations. Est-ce que nos opérateurs économiques ou ceux qui sont dans ces secteurs pétroliers respectent-ils ces différentes normes que vous venez d'énumérer? C'est-à-dire, il faut avoir un document octroyé par le ministère des hydrocarbures ou soit carrément avoir un document octroyé par le secrétaire général aux hydrocarbures. Nous sommes dans un pays continent où il y a beaucoup de choses parfois
qui dérange. On aura peut-être du mal à dire exactement si tous les opérateurs respectent, mais il y a quand même certains qui respectent, et à ceux-là, nous les encourageons, parce que lorsqu'on respecte la loi, on respecte également, on se respecte soi-même, et puis on garantit son investissement. Mais dans la réalité, il y a aussi certains trucs qui nous poussent à dénoncer. Lorsque nous regardons de quelle manière sont construits certains dépôts pétroliers qui sont un peu partout dans la ville aujourd'hui. Et puis près de la population, lorsque qui nous expose la observons population. ce qui se passe à l'intérieur du pays, que ce soit à Mwanda, que ce soit au Grand Kasaï, de quelle manière les gens transportent le carburant, il y a quoi à dénoncer. Et voilà pourquoi nous avons choisi une approche pédagogique pour essayer un peu d'éclairer, de conscientiser et d'alerter les opérateurs, la population sur cette question des transports et des stockages de produits pétroliers. Voilà, ingénieur, ensemble avec vous, nous allons suivre cette drame qui s'est passée à Maluku. À Maluku. Je crois que vous êtes au courant de cela aussi. Alors, nous allons ensemble prendre cet élément avec vous. On revient tout juste après pour une petite analyse. Après spéculation, les chiffres sont maintenant connus. 20 morts et 11 blessés lors de l'incendie d'une embarcation le dimanche 27 février dernier sur le fleuve Congo à Maluku, à Kinshasa. Ces bilans ont été établis par le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengue, dépêché par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Gentillingo Bilambaka, pour constater les dégâts et faire un état de lieu de la situation. Selon les sources proches, cette embarcation aurait transporté des carburants et a causé les dégâts énormes. 2 personnes brûlées, entassées dans une formation hospitalière de la place, recevant de premiers soins dans un climat de panique générale. Cet incendie rappelle l'interdiction les jours passés du ministre des Hydrocarbures sur l'embarcation des carburants dans de telles conditions. Voilà, ingénieur, en regardant cette image, cette vidéo, que ressentez-vous? Bon, il y a un adage qui dit « Mon peuple périt, manque de connaissances ». Et c'est juste l'expression d'une certaine ignorance, parce qu'on ne peut pas transporter le carburant de cette manière. On ne peut pas en même temps, sur les barges ou pirogues, on retrouve des gens, on retrouve des fûts qui contiennent du carburant, et c'est très malheureux. L'année passée également à Mwanda, il y a un monsieur qui s'est permis de stocker les carburants dans sa maison, et ces carburants à un certain moment ont pris feu, et c'était très grave. Donc ce n'est pas le drame isolé. Au moins chaque année en RDC, nous enregistrons un accident lié à la mauvaise manipulation, au transport et stockage, et c'en est de trop. Donc après un moment, nous devons évoluer et nous devons respecter les normes pour que cette activité-là, qui est une activité aussi importante, puisse se faire dans de très bonnes manières et de très bonnes conditions. Voilà, à ce stade, nous voudrions un peu comprendre le rôle des autorités face à cette situation, puisqu'on ne peut pas continuer à enregistrer des accidents ou des incidents. C'est vraiment en fait, ça détruit la vie de la population que nous sommes. Alors, quelle est à ce stade la responsabilité revient à l'État congolais, au ministère du Transport, au ministère des Hydrocarbures, ou à qui, ou à la population congolaise? Certes, on peut facilement jeter la pierre aux autorités, aux différents ministères, mais je pense que, en étant un analyste, les responsabilités sont partagées. Les autorités sont là pour faire appliquer la loi, veiller sur la réglementation, l'inspection, pour que les normes, tout ce qui est écrit dans la loi soit respecté.
Mais également, les opérateurs doivent aussi préserver, protéger leur investissement. Je ne pense pas que vous investissez à hauteur de des milliards de dollars pour ouvrir un dépôt ou commencer une activité de transport et que vous souhaitez qu'après demain qu'il y ait l'incendie, comme nous l'avons vécu à un moment à Débonhomme. Donc, il faudrait aussi veiller sur son investissement. Et pour veiller sur son investissement, il faut prendre en compte des aspects liés à la sécurité. Sécurité de soi-même, sécurité de l'environnement et sécurité de son business. Mais la grande part aussi revient aux autorités, l'ingénieur Pépito, parce que lorsque vous octroyez un document à un opérateur économique, c'est-à-dire que vous devriez quand même faire des descentes sur terrain, vérifier où on va peut-être stocker ces carburants, vérifier ça sera où, quelles sont les dispositions prises, alors que peut-être c'est pas le cas, on octroie justement dans son bureau ou dans son cabinet, et puis voilà. Nous dénonçons également cette manière de faire. Voilà pourquoi nous avons utilisé une approche pédagogique. Parce que nous savons qu'il y a à boire et à manger dans cette question lorsque un opérateur se présente avec quelques billets des banques et facilement on peut lui octroyer l'autorisation parfois sans pour autant respecter le principe. Alors pour nous, ça nous pousse aujourd'hui à dénoncer. Nous voyons des dépôts pétroliers qui poussent un peu partout, comme je l'ai dit, et ça nous pousse à dénoncer. Bien que il y a quand même certains efforts qui sont fournis, on voit parfois certains dépôts qui sont scellés, mais après un mois ils sont réouverts. Et nous continuons à dénoncer en utilisant également une approche pédagogique pour sensibiliser. Je disais tantôt, les responsabilités sont partagées, la grosse part revient à l'autorité, mais les opérateurs aussi doivent développer, s'adapter à l'évolution du temps, mais aussi la population. Pourquoi la population? Vous savez, aujourd'hui, à Kinshasa, lorsqu'on frappe fort, lorsqu'on fait respecter les normes, ce sont des gens qui vont encore retourner contre l'autorité pour dire « Akangeli biso dépôt, akangeli biso kop na biso ». La population oublie que na kop wana yépe à sa victime, parce que lorsqu'il y a flamme, lorsqu'il y a incendie, même la population va aussi souffrir. C'est parce que les autorités n'arrivent pas peut-être à bien communiquer avec la population. Il faudrait bien communiquer à la population, leur expliquer les dangers qui en découlent. Là c'est un aspect, mais aussi à travers ce que nous faisons, à travers notre plateforme, nous essayons de sensibiliser pour dire à la population carburant et amaïté. Lorsque tu veux te lancer dans un business pareil, il faut pas s'hasarder. Soit on a la connaissance, soit on s'est fait accompagner par des gens qui connaissent. Il faudra aussi tenir compte de. Donc nous essayons un peu de faire tout ça pour que les gens deviennent de plus en plus éveillés, pour qu'ils ne s'hasardent pas à faire n'importe quoi. Nous sommes reconnaissants qu'il y a beaucoup de faiblesses, beaucoup de défis à relever dans ces secteurs de transport et de stockage de carburant, et nous restons optimistes que l'approche que nous avons, que nous sommes en train d'utiliser, l'approche pédagogique, que la population pourra vraiment être flexible à nos initiatives, et également les autorités pourront nous écouter toutes les fois que nous continuerons à dénoncer. Déjà en 2021, il y a eu quand même une action que nous saluons. Certaines entreprises pétrolières, certains dépôts du Haut-Katanga ont été fermés parce que ils ne respectaient pas les normes, ils n'avaient pas les documents qu'il fallait. Mais également ici à Débonhomme, il y a eu certains dépôts qui ont été fermés. Malheureusement aujourd'hui, nous constatons qu'il y a certains dépôts qui sont ouverts. Donc c'est dans cette réalité des choses que nous voulons conscientiser, que ce soit les autorités à appliquer avec rigueur la loi, mais également les opérateurs à préserver et protéger leur investissement, la population aussi à comprendre que le pétrole n'est pas une matière à prendre à la légère, parce que quand il y a flamme, quand il y a incendie, ça ne pardonne pas. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque on ne respecte pas les normes? Y a-t-il des sanctions prévues lorsqu'on ne respecte pas les normes? Certes, nous allons parler de la formation, je n'aimerais pas entrer en détail, mais c'est vrai, la loi a tout prévu. Il y a des sanctions, j'ai dit tantôt, parfois on arrive à sceller certains dépôts pétroliers. Et puis après 2-3 mois, on retrouve la réouverture. On arrive à sceller les dépôts pétroliers, on peut aussi retirer l'autorisation qu'on avait octroyée. Donc il y a tout ça, mais certainement ceux qui vont participer à la formation dont nous sommes en train d'organiser pourront entrer. Alors une question, ingénieur Pépito, qui sont ceux-là qui sont amabilités ou permis à se lancer dans ces affaires de transport, carburant, stockage? Ils doivent nécessairement être des pétroliers. Il faut être une entreprise. Il faut être une entreprise. Qui dit entreprise, vous avez vos papiers, vous avez vos documents, vous avez vous avez votre RCCM, vous avez tout ça.
Et puis par la suite, vous allez solliciter l'autorisation en tenant compte du volume que vous allez manipuler. L'autorisation vous sera octroyée après avoir mené des enquêtes et vérifications en tenant compte de tout ce que vous avez comme infrastructure de stockage, tout ce que vous avez comme personnel. L'autorité va se décider de vous octroyer les documents. Mais moi, je pense que ce n'est pas tout pour un opérateur. L'opérateur doit aussi se conformer aux normes environnementales. La loi de l'environnement parle des études d'impact environnemental et social, mais je pense qu'il y a plusieurs opérateurs qui négligent un peu cet aspect. C'est très important. Il y a encore un autre aspect très important sur les assurances, parce que le produit manipulé, c'est un produit très dangereux. Alors il faudrait aussi être assuré, parce qu'on ne sait pas quand peut venir le sinistre. Apparemment, dans ces domaines ou dans ces secteurs, je dirais pas que les gens font du n'importe quoi, je dirais pas ça, mais certaines parmi eux ne respectent pas les normes. Vous allez voir un monsieur tout à l'heure, je crois que la régie va nous balancer, vous allez voir un monsieur en train de transporter ses produits pétroliers via le pouce-pouce, hein, monsieur ingénieur Pepito. Ça, ce n'est pas respecter les normes. C'est regrettable. C'est regrettable. Vous savez, est-ce que l'État est aveugle ou comment? Ben, ce sont vos mots. Mais ce qui est vrai que c'est regrettable, voir ça, ça dégage beaucoup de choses. Ça dégage beaucoup de choses. Peut-être pour lui, c'est un business, c'est un gagne-pain. Mais transporter comme ça, il est d'abord lui-même exposé à des risques. Et également, il expose son environnement. Donc, pour nous, c'est une matière à prendre au sérieux. Et nous avons d'abord choisi l'approche pédagogique en proposant de formation. Nous avons choisi une approche communicationnelle. Voilà pourquoi nous sommes sur le plateau. Donc, vous présumez que ça doit être par manque de formation? Évidemment, parce qu'il n'a pas l'information. Pour lui, l'objectif, c'est un gagne-pain. Okay. Donc, il s'est réveillé le matin, il s'est dit, j'ai 25 000 francs, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer à vendre le carburant. Comme on les appelle abusivement des Kadhafi. Je reviendrai pour parler un peu de cette activité. Il se réveille un bon matin, il devient Kadhafi. Commerçant détaillant de produits pétroliers. Mais je me dis que comment on peut vendre un truc dont on ne maîtrise pas les caractéristiques? On peut vendre un truc dont on ne maîtrise pas toutes les réalités possibles. Donc, nous, ça nous pousse à dénoncer, ça nous pousse à conscientiser, ça nous pousse également à proposer des formations, et puis avec l'espoir que nous puissions investir, mais en tenant compte de conditions normales. Ok. Alors, parlons alors de cette formation que la Commission nationale des hydrocarbures de la FEC organise ensemble avec votre plateforme Focus Hydrocarbures. Cette formation répond justement à quel besoin? Ouais, c'est pratiquement cette réalité où nous constatons que les gens transportent et stockent les carburants de n'importe quelle manière. Et nous avons voulu accompagner la Commission nationale des hydrocarbures de la FEC et nous saluons chaleureusement le président Ali Mamina. Nous qui sommes de la plateforme Focus Hydrocarbures, nous appuyons cette initiative parce que ça pourra apporter de la lumière. Comment devrons-nous transporter et stocker les carburants en toute sécurité? Et voilà, donc tout le monde est invité à y participer, que ce soit ceux qui... Tout le monde est invité. Évidemment, tout le monde est invité. Donc il n'y a pas un public cible, que l'on soit pétrolier ou pas, que l'on soit dans ces domaines ou pas. En ce qui est vrai que on vise plus les opérateurs, mais c'est une formation ouverte à tout le monde. Il y a même des étudiants qui sont invités à y prendre part. Il y a même les membres de la société civile, parce que lorsque les membres de la société civile dénoncent, voilà, il y a un dépôt pétrolier dans le de chez nous, il y a ceci, cela, mais que disent la loi, que disent les normes? C'est une opportunité pour tout le monde de venir participer. Les agents publics, cadres de l'État, peuvent aussi également y prendre part. Une formation qui prendra généralement combien de temps? C'est pour un mois, c'est pour quelques jours? Du 26 au 23, c'est une formation de haut niveau, des 17h à 20h, pratiquement dans la soirée. Du 26 au 20? 26, 27, 28 janvier 2026, ça sera au siège de la FEC, non loin de l'ambassade des États-Unis, vers la gare centrale. Okay. Nous serons là, donc ceux qui sont intéressés, ils peuvent nous appeler, nous allons donner notre numéro, et puis... voilà. Pensez-vous que cette formation pourrait intéresser la majorité de la population congolaise, bien évidemment les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs?
Nous restons positifs parce que le mal est profond. Si on doit rester ici pour évoquer des cas malheureux, des accidents, des incidents qui sont intervenus dans la manipulation de produits pétroliers, dans le transport, vous vous rendrez compte que, madame, comme je l'ai dit tantôt, chaque année nous enregistrons au moins un cas. Alors pour éviter le pire, il faut comprendre le principe. Pour éviter le pire, il faut avoir de la lumière. Ça, c'est une opportunité. Et nous espérons que la Commission nationale des hydrocarbures ne va pas s'arrêter là. Et nous allons aller le plus loin possible pour parler, sensibiliser, former les Congolais de partout pour qu'ensemble nous puissions faire de cette activité. Alors, qui sont ceux-là qui doivent intervenir à cette formation comme étant des orateurs? Une très belle question. Nous avons différents profils. Le premier jour, c'est-à-dire le 26 janvier, c'est dédié aux entreprises de logistique, les entreprises qui pratiquent, les entreprises qui évoluent dans ces domaines des transports au stockage. Je n'aimerais pas citer les entreprises, mais elles sont connues. Elles vont intervenir, elles vont envoyer des experts qui vont nous expliquer comment elles arrivent à faire leurs activités, comment elles arrivent à transporter et stocker le carburant en utilisant le pipeline. Comment ça se passe, comment on arrive à transporter et stocker le carburant, à transporter via les camions, on voit les camions citernes, comment on arrive à transporter le carburant via les bateaux, qui disent les normes et le principe. Alors, le 27 janvier, ça sera maintenant l'opportunité pour l'État, le ministère du Transport, le ministère des Hydrocarbures et d'autres services spécialisés de nous expliquer en détail quelles sont les normes. Et le dernier jour, ça sera une opportunité pour nous de réfléchir sur les perspectives de cette activité, comment cela se présente dans les prochains jours, mais également nous allons assister à une intervention magistrale d'un éminent urbaniste qui va nous proposer un tout petit peu une analyse sur les développements de cette activité de transport-stockage du carburant dans les contextes de développement urbain. On se rend compte que Kinshasa n'est pas Kinshasa d'hier. On se rend compte que la ville de Matadi est en train d'agrandir. Alors, comment adapter nos infrastructures liées à la logistique pétrolière et face à cette évolution démographique, à cette évolution de nos villes. Donc, voilà un peu c'est à quoi est constituée notre formation. Donc, nous invitons le public intéressé à y prendre part, à s'inscrire déjà maintenant, parce que ça sera une occasion exceptionnelle. Voilà. Alors, une formation qui n'est pas si gratuite parce que c'est écrit déjà dans la fiche. Je vois là les frais de participation pour ceux qui sont membres de la FEC. C'est à $200 américains. Seulement. Pour les étudiants, je n'ai dit rien. Pour les étudiants, c'est à $50. Et pour les autres entreprises, je crois, ou d'autres personnes, non, pour PAF online, c'est-à-dire ceux qui vont suivre en ligne, c'est à $150 et autres personnes à $250. Mais le prix est exorbitant, cher ingénieur Pépito Saka. Avec tout ce qui se passe. C'est le pétrole, madame. C'est le pétrole. C'est vrai, le pétrole coûte cher. Vous avez toujours tendance à nous parler des pétrodollars, les pétroles coûtent cher. Mais bien, il faut tenir compte aussi de l'aspect économique, social de la population que nous sommes en train de traverser pendant ces temps. Et surtout que nous venons du temps de fête. Nous avons tenu compte de cet aspect. Vous avez bien vu tous les experts qui vont participer. Ce ne sera pas une seule personne qui va intervenir pendant 3 jours. Plusieurs experts vont défiler. Je peux supposer plus de 12 personnes qui vont défiler. C'est une formation de haut niveau où il y aura un temps où les gens, nous allons bénéficier d'un rafraîchissement. Non, mais un rafraîchissement, ça ne veut rien, parce qu'un étudiant se pose la question, voilà, je paye mes $50 et ensuite je gagne quoi en retour? La connaissance a un prix. Vous savez, aujourd'hui, dans le marché d'emploi, plus on a beaucoup de valeur, plus on s'est fait désirer. Donc, j'invite mes amis étudiants de supporter cette douleur d'enfantement. Je sais que $50 c'est énorme, mais c'est une douleur d'enfantement qui, c'est un investissement, ça produira un jour. Vous savez, peut-être nous, à notre époque, nous n'avons pas eu de telles opportunités. Terminer l'université, déjà avec un brevet,
lié à un domaine aussi pratique, ça vous fait déjà quelque chose. Là, c'est un élément important. Un autre élément important, vous apprenez dans quel environnement où il y a des chefs d'entreprise. Cette formation est organisée à la FEC. Donc, les opérateurs des entreprises du Congo. Et il y aura des opérateurs pétroliers qui vont y participer. Donc, c'est une belle opportunité pour un étudiant qui cherche le stage, une opportunité pour un étudiant qui veut vraiment s'intégrer dans ces mondes de réseautage, d'y prendre part. Je pense qu'il ne va jamais regretter. Et pourquoi cette différence des prix? Membre de la FEC, $200 et puis autres personnes comme nous autres et autres devons payer $250. Nous avons tenu compte de, comme vous avez dit, de pouvoir, le pouvoir d'achat. Nous avons tenu compte de tous ces aspects pour essayer un peu de fixer un montant raisonnable, madame. Je vous signale que ce sont des formations qui pourront coûter plus que ça. Mais nous tenons compte de notre réalité sociale et puis cette approche de transfert de connaissances à la jeunesse. Et vraiment, nous souhaitons que les jeunes viennent en masse pour que ça soit vraiment une formation participative. À un moment, l'intervenant présente le sujet et ça engendre un débat. C'est une très belle occasion pour nous tous de bénéficier un peu de toutes ces expériences et je ne cesse de le répéter, c'est un investissement, ça produira un jour. Un investissement personnel. C'est un investissement personnel, mais aussi ça nous rend compétitifs. Lorsqu'on finit l'université, on n'a pas seulement son diplôme, son titre d'ingénieur, mais on a aussi un autre brevet qui peut nous ouvrir des opportunités. Voilà. Alors, comment faire pour prendre part ou, par exemple, payer ses frais de participation, se rendre où? Quel est le numéro qu'il faudrait contacter ou quel site il faudrait écrire pour justement payer ses frais de participation et avoir, je sais pas moi, un billet qui permettra un accès facile à la salle? C'est simple de s'enregistrer via le numéro qui est affiché que les téléspectateurs sont en train de voir via cette affiche, ou carrément vous nous appelez via le numéro que nous pouvons donner, plus 243 82 03 49 725, plus 243 82 03 49 725. Vous nous appelez et nous allons vous orienter et d'abord vous inscrire et par la suite vous orienter pour que vous puissiez participer à cet événement qui ouvre l'année. Alors, cette formation organisée par la Commission nationale des hydrocarbures de la FEC, ensemble avec la plateforme Focus Hydrocarbures, pour ramener à notre tournant vers une meilleure application du transport, du stockage des carburants en RDC. Bien évidemment, avec la Commission nationale des hydrocarbures, nous nous battons pour ça, pour que les secteurs pétroliers puissent également intégrer l'approche développement durable. C'est développement durable qui est reposé sur 3 piliers, l'économie, le social et l'environnement. Nous nous battons pour ça, pour que ces secteurs soient vraiment un secteur qui peut apporter beaucoup, parce que nous parlons de la diversité de l'économie. Donc on peut compter sur ces secteurs. Et de telles initiatives, de telles formations pourront également apporter quelque chose pour le développement de ces secteurs. Alors, peut-on parler, vous venez tantôt de parler du développement durable. Peut-on parler réellement du développement durable sans les carburants? C'est compliqué parce que, on peut beau dire transition énergétique. Oui, la transition énergétique. On peut beau parler de ça, mais cela n'est pas exclu pour nous de diversifier notre économie. Parce que ceux qui espèrent aujourd'hui transiter sans les énergies fossiles, se sont préparés. La RDC aussi devrait d'une certaine manière se préparer en développant également son secteur des hydrocarbures. Mais au moins, le pétrolier, ils sont conscients du volet environnement, du volet écologique, et ce n'est pas pour rien que nous autres, qui avions peut-être fait des études liées aux hydrocarbures, nous avons également fait des études sur l'environnement, question de s'adapter et de concilier l'écologie et l'économie. Voilà, nous sommes arrivés un peu plus tôt à la fin de notre émission. Merci à ceux-là qui nous ont suivis. Mais avant de nous séparer, il y a un dernier mot pour aujourd'hui à toute la population qui vous suit et surtout ceux-là qui sont intéressés à suivre cette formation.
N'hésitez pas de participer, vous nous avez suivis, merci beaucoup, merci à vous Madame Beignet, merci à Kin24, merci à tous les Quinois et à toutes les Quinoises, à tous les opérateurs pétroliers, à tous les amis étudiants. Nous vous attendons déjà du 26 au 28 janvier 2026 pour cette formation, une formation certifiante sur la réglementation du transport et du stockage des carburants. Donc appelez-nous et inscrivez-vous, certainement vous serez très bien reçus. La connaissance, c'est une lumière. Tu peux tout manquer, ne manque pas la connaissance. Et voilà, car l'ignorance tue. Voilà. Vous étiez nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Chronique des biens. Merci à ceux-là qui nous écrivent, qui nous appellent sur nos différentes pages, que ce soit sur Facebook, Instagram. Merci à ceux-là qui nous écrivent. Alors, vous êtes toujours les bienvenus à participer à cette émission Chronique des biens. Je remercie également l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Prenez rendez-vous avec nous la semaine prochaine, les samedis prochains, à la même heure. Prenez bien soin de vous. Au revoir.